13. J'ai des amendements à l'article. Monsieur le rapporteur, pour le 2772. J'ai déposé cet amendement d'appel concernant l'articulation entre la directive communautaire du 14 décembre 2022 et les instructions administratives de l'OCDE, puisque l'article 13 se cale sur les recommandations de l'OCDE, mais qui n'a pas de valeur normative. Et donc, on assiste à des incohérences entre le droit communautaire et les préconisations qu'a suivi le gouvernement dans l'article 13. Et donc, cet amendement vise à interpeller le gouvernement sur un potentiel conflit de normes que pose la question sur la manière dont nous transposons les règles de l'impôt minimum mondial. En effet, l'accord du pilier 2 a fait l'objet d'une directive transposée en droit national par la loi de finances pour 2024. Cependant, après l'adoption de cette directive, l'OCDE a continué à publier des instructions administratives visant à préciser la mise en œuvre de l'impôt minimal mondial. L'article 13 vise à en introduire une partie dans le droit national, mais ces instructions vont parfois plus loin que la directive et peuvent entrer en contrariété avec ces dispositions. C'est un paradoxe. La directive a pour objet de transposer l'accord de l'OCDE, mais en le transposant jusqu'au bout, nous nous mettons en non-conformité vis-à-vis de la directive communautaire. Donc pour souligner ce paradoxe, cet amendement supprime les alinéas qui pourraient être en contradiction avec le droit communautaire. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, votre avis? Cet amendement a été adopté par la Commission. Je vous remercie. Monsieur le ministre? Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le rapporteur général, la directive elle-même précise qu'il faut être le plus en conformité possible avec le pilier 2. Et vous l'avez très bien décrit, le pilier 2 finalement va plus loin et est allé plus loin que la directive européenne. Ce que fait aujourd'hui effectivement le droit français, c'est finalement une surtransposition. C'est-à-dire que ça va plus loin que la directive européenne. Mais ça va plus loin que la directive européenne pour de bonnes raisons. Justement pour être en capacité d'appliquer justement davantage le pilier 2, ce que font d'ailleurs beaucoup d'autres pays européens. Donc c'est un mieux-disant. Voilà. Donc votre amendement a raison d'être rigoureux sur le caractère précis de la transposition, sauf que nous allons plus près du pilier 2 OCDE, et donc je crois que c'est quelque chose que nous devons soutenir. Donc c'est un avis défavorable. Avis défavorable du gouvernement. Monsieur Zitzenstuhl. Zitzenstuhl. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'ai une question pour le ministre et le rapporteur. Sujet important, technique mais très important. Monsieur le ministre, vous avez parlé de surtransposition. C'est une surtransposition qui vient des textes de l'OCDE ou c'est une surtransposition qui découle de ce que nous avons voté l'année dernière dans le projet de loi de finances pour 2024? Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur? Je confirme, Monsieur Zitzenstuhl, que c'est une surtransposition par rapport aux règles de l'OCDE. Et donc ça pose un problème, parce que s'il y a un contentieux, qu'est-ce que va faire les requérants? Il va dire c'est pas conforme au droit communautaire. C'est pour ça que je ne partage pas du tout l'analyse de Monsieur le ministre. C'est ça le danger. Et donc moi je pense qu'il est plus prudent d'attendre la modification de la directive pour nous mettre à l'abri de contentieux. Est-ce que j'ai correctement répondu à Monsieur Zitzenstuhl? Bon, donc voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Oui, la réponse, Monsieur Zitzenstuhl, c'est que c'est... Sujet sérieux. La réponse, c'est que c'est les deux. Les deux, voilà. Si, parce que dans le PLF 24, vous avez raison, il y a eu déjà de la surtransposition de la même façon. Là, on la poursuit. Voilà. Parce que sur le pilier 2, il y a de nouvelles dispositions de l'OCDE, et c'est ce que l'on fait. Mais il n'y a pas de risque à proprement parler vis-à-vis de l'Union européenne là-dedans, puisque, je l'ai dit, la directive préconise elle-même de suivre les recommandations de l'OCDE. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu donc un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?
Il est rejeté. L'amendement suivant, Monsieur Tanguy, le 935. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, il s'agit d'un amendement pour que notre Parlement, d'une manière générale, les démocraties occidentales redeviennent vraiment souveraines sur la fixation d'un impôt sur les sociétés. On a eu ce débat et j'avais interpellé nos collègues de gauche. On ne peut plus augmenter l'impôt sur les sociétés, malheureusement, de manière vraiment libre dans nos démocraties, puisqu'il y a une concurrence à la baisse malsaine entre les démocraties, les multinationales, ayant réussi à convaincre trop de dirigeants de nos démocraties qu'il fallait toujours baisser l'impôt sur les sociétés, que les multinationales contribuent toujours moins à des services publics dont elles bénéficient pourtant, la formation, les infrastructures, la recherche publique, bon bref. Mais le problème, c'est que si les démocraties ne se protègent pas de ce lobbying des multinationales, eh bien un pays comme la France, qui aura un impôt sur les sociétés trop élevé, se voit discriminé dans la concurrence internationale. En fixant un impôt minimum à 15%, l'OCDE nous a pris dans un piège. C'est-à-dire que maintenant, l'impôt de référence devient de facto pour toutes les démocraties 15%. Et donc, il y a un risque que derrière la bonne intention, et ce n'est pas pour polémiquer, d'ailleurs la bonne intention de fixer un impôt minimal, l'impôt normal sur les sociétés devienne 15%. Donc, l'objectif de cet amendement, c'est que l'impôt de référence de l'OCDE soit 25%. Pour que les pays qui choisissent d'avoir des impôts sur les sociétés qui nous semblent décents, entre 25 et 30%, ne soient pas discriminés par rapport à des paradis fiscaux qui auraient été blanchis par l'OCDE. Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Alors, mes chers collègues, l'amendement de notre collègue Tanguy est contraire à l'accord de l'OCDE que nous avons signé et également contraire à la directive du 14 décembre 2022 qu'il transpose. Et quant à son idée d'ajuster le taux minimum sur le taux français, je vous mets en garde parce qu'on ne peut pas comparer les taux parce que ce n'est pas là sur une même assiette. L'assiette est différente. Donc pour toutes ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable à cet amendement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, votre avis? Oui, qu'on ne se méprenne pas, monsieur le député Tanguy, c'est une avancée internationale très importante, ce taux minimum de 15%. C'est parce qu'il y a eu justement ce pilier 2 que l'on peut aujourd'hui avoir un seuil, avoir un plancher de taux d'imposition sur les sociétés à 15%. Il y a des pays, y compris dans l'Union européenne, qui étaient en deçà de ce taux d'imposition. Et donc, la France, qui a un taux d'IS supérieur à 15%, je ne vous apprends rien, gagne en compétitivité et en avantage comparatif par rapport à cela. Et donc, il y a eu une convergence entre la baisse du taux d'IS français et justement ce taux minimum d'imposition. D'ailleurs, ce qu'on a fait à l'article 3, la CDHR pour les particuliers, c'est calqué un peu sur le même modèle du filet fiscal là-dessus. L'augmenter, ce seuil, d'abord, c'est comme l'a dit le rapporteur général, c'est contraire à ce qui a été négocié à l'OCDE. C'est, à un moment donné, probablement pas la bonne façon d'harmoniser et d'accompagner l'investissement de nos entreprises, notamment les plus internationales et les plus multinationales là-dessus. Et donc, vous voyez bien que on doit se féliciter ensemble de ce taux de 15%, le transposer, voire parfois aller plus loin que ce que dit la directive européenne, mais ne pas augmenter le taux qui est contraire à nos engagements multilatéraux. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Cazeneuve. Oui, merci Madame la Présidente. Écoutez, chers collègues, je ne trouve pas pertinent de critiquer ce qui a été fait. Je pense qu'il faut au contraire saluer l'effort fabuleux. Il faut saluer, pour la première fois au niveau de l'OCDE, il y a une imposition minimale de l'ensemble des multinationales. Et je voudrais saluer le gouvernement précédent qui a beaucoup travaillé pour ça. Et donc, même à 15%, on n'est pas évidemment à 25%, et vous avez raison, mais à 15%, il y aura, Monsieur le Ministre, je crois, une recette de l'ordre du 1,5 milliard prévue en 2025. Donc c'est un vrai progrès. Et au bout de 3 ans, faisons le bilan, et si on peut passer à 16, puis à 17, puis à 18, tant mieux. Mais on sait que pour réduire l'optimisation fiscale de ces multinationales, il faut avoir une approche absolument globale. Merci. Je vous remercie. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente. En tout cas, au travers de cet amendement, je pense qu'on peut tous se réjouir qu'il y ait un dispositif fixant un niveau minimum d'imposition pour
les bénéfices des entreprises multinationales qui disposent d'une implantation en France. Alors après, effectivement, on peut toujours se poser la question du seuil. Mais à partir du moment où on rentre dans un dispositif de cette nature, effectivement, plus le seuil serait élevé, plus il y a de difficultés probablement à organiser un rassemblement autour de ce seuil. En revanche, c'est vrai que vous avez raison, Monsieur Tanguy, de se poser la question du niveau. Mais je pense qu'on a intérêt à commencer plutôt bas pour peut-être évoluer plus haut. Mais si on veut emmener avec, il faut plutôt commencer plus bas. En tout cas, c'est l'intérêt que je vois à cet article 13. Je vous remercie, Monsieur Mattei. Oui, merci Madame la Présidente. Bien évidemment, on peut considérer que c'est une grande avancée. Simplement, Monsieur le rapporteur général, vous parliez en quelque sorte de l'assiette. Et ça aujourd'hui, on a un résultat imposable. C'est un résultat qui, après amortissement, après différentes règles comptables, et savoir si là-dessus on est bien harmonisé, parce que le chemin est peut-être long encore à faire. On parle de taux, mais un taux sur quoi ? Et donc, on sait bien qu'au niveau européen, on n'a pas forcément les mêmes méthodes comptables. On peut avoir des amortissements différés, accélérés, etc. Donc, je crois qu'il y a un long chemin. Il faut que l'harmonisation, ce n'est pas simplement qu'un taux, c'est également par rapport à un résultat imposable. Voilà, donc on a besoin de clarté. Monsieur Tanguy, votre amendement est un amendement d'appel, certes, mais s'il n'y a pas que le taux, il y a à savoir le taux s'applique sur quel montant. Je vous remercie, Monsieur Mattei. Monsieur Tanguy. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je n'ai pas critiqué l'accord OCDE, je l'ai salué, j'ai dit que nous l'avions soutenu, j'ai dit que c'était un bon début. J'ai simplement dit une chose, c'est que c'est un bon début, mais ça va devenir le taux de référence et vous verrez qu'il y aura des convergences à la baisse et qu'un certain nombre de pays européens comme l'Irlande, maintenant, estiment qu'ils ne sont plus des paradis fiscaux, alors qu'il s'agit évidemment d'un paradis fiscal. Donc je n'ai pas polémiqué. J'ai l'impression que parfois, ou c'est moi qui ne suis pas clair, ce que je dis n'est pas correctement entendu en dehors de M. Mattei et de Mme Louwagie. J'ai dit que c'était un bon début. J'ai dit qu'il fallait juste, par cet amendement d'appel, prévoir et commencer une négociation pour le porter à 25%, ce qui était la norme des pays de l'OCDE jusqu'au début des années 2000 et qui a eu une dégradation vers les 20% parce qu'il y a cette concurrence internationale. Donc je n'ai absolument pas critiqué cet accord. Évidemment, monsieur le rapporteur général, il est contraire à l'accord actuel puisque je dis qu'il faut l'améliorer. Bon, donc c'est un amendement d'appel et je ne comprends pas pourquoi quand on propose quelque chose, on essaie d'être calme. Tout de suite, c'est caricaturé. Je trouve ça un peu dommage pour un certain nombre de collègues. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Non, deux observations sur l'intéressant amendement de notre collègue Tanguy. C'est que, l'assiette OCDE est plus large que l'assiette nationale française. Donc le 25 OCDE serait plus bas si on veut le comparer au 25 français. L'autre chose, c'est que ça n'a pas de sens, dans le cadre de l'harmonisation, de vouloir l'augmenter sans coordination internationale. Si la pression des États disait dans les années qui viennent, il faut remonter à 20, parce qu'à 20, on ne serait pas très loin de la moyenne européenne, qui est autour de 21. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix cet amendement. Il fait l'objet d'un avis défavorable commission-gouvernement. C'est un scrutin public. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 114, exprimé 102, majorité 52, pour 53, contre 49. L'Assemblée nationale a adopté. Le suivant est un amendement rédactionnel, monsieur le rapporteur, le 604 et le 605. Je peux présenter les deux, ce sont le 1604 et le 1605, ce sont des amendements rédactionnels. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement sur ces amendements rédactionnels? Avis favorable. Favorable. Je les mets aux voix successivement. Le 604, avis favorable gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Le 605, avis également favorable gouv, qui est pour, qui est contre. Il est adopté.
L'amendement 3669, Monsieur le ministre, un amendement du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, c'est un amendement technique qui permet de préciser, dans le cadre justement toujours du pilier 2, qu'un groupe doit désigner comme redevable de cet impôt une seule entité constitutive située en France. Et donc ça supprime par la même occasion la possibilité pour le groupe de désigner plusieurs redevables. Voilà l'objet de cet amendement. Et pour être totalement précis et enregistré, c'est une possibilité qui crée de réelles difficultés. Et donc après cet amendement, on va avoir des règles de redevabilité qui permettent que dans le cadre où le groupe ne désignerait pas spontanément une entité redevable, ou dans le cas où aucune entité constitutive du groupe n'est située en France. Voilà ce que précise cet amendement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? La Commission n'a pas examiné cet amendement, mais à titre personnel, j'y suis favorable, puisque l'amendement du gouvernement apporte des précisions utiles pour désigner au sein des groupes d'entreprises l'entité qui sera redevable de l'impôt dû par les entités d'investissement. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Je vais mettre aux voix cet amendement du gouvernement qui vient de recevoir un avis favorable du rapporteur général. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 13 dans son ensemble. Qui est pour? Article 13. Qui est contre? L'article 13 est adopté. Article additionnel après l'article 13. Je vous indique que je suis saisie d'une demande